Je voudrais faire une remarque et poser une question aux trois intervenants. Tout au long des présentations que vous avez faites, tous les trois ce matin, on a l'impression à vous écouter que d'un côté, on a une hypothèse libérale qui déstructurerait notre secteur et qui nous amènerait à ce qu'on appelle la marchandisation ou la chalandisation du travail social. De notre côté, on pourrait reprendre l'hypothèse du travail social comme contrôle social. Ce matin, notamment avec la présentation juridique, nous a montré comment on avait pu être pris au piège du contrôle social de nos usagers. Est-ce qu'il y a une troisième voie possible qui serait alors celle que nos amis canadiens qui ont réinterprété le solidarisme de Léon Bourgeois nous proposent avec ce qu'ils appellent l'empowerment ou le pouvoir d'agir, qui serait une voie libertaire du travail social? Je suis là parce que j'ai été le dernier, mais les questions s'adressent aussi aux deux autres. Hein. Non, mais juste un mot sur cette question. On ne peut pas dire que le secteur social et médico-social est frappé par le libéralisme. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans une logique comptable. Ça, c'est vrai. Mais comment voulez-vous parler de libéralisme alors que c'est l'État qui contrôle tout? Quand c'est l'État qui contrôle, on n'est pas dans le libéralisme. C'est le contraire du libéralisme, puisque c'est l'État. Donc, il faut se méfier des mots et de la sémantique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, parce que je ne suis pas compétent pour répondre sur l'ensemble de la question. Oui, je ne sais pas comment répondre ou au dernier intervenant avec lequel je ne suis pas en accord, mais il faudrait qu'on ne parle peut-être pas de la même chose ou à la question qui est posée. Mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas bien répondre à cette question qui est posée. Elle est très pertinente, mais chacun y va avec ses hypothèses. Moi, j'ai la mienne. Mais on en a vu d'autres, puisqu'on a tous mobilisé des paradigmes d'analyse différents, et je pense que c'est l'intérêt. Tout le monde dit quelque chose de vrai, je crois, sur ce qui se passe. On ne peut pas trancher définitivement. Moi, je retiens, alors c'est là où je voulais préciser, il n'y a pas antinomie entre l'État et le libéralisme. D'autant qu'on parle plutôt de néolibéralisme et non pas de libéralisme. La République, d'une certaine façon, a des aspects de libéralisme, notamment le droit de citoyen est un droit individuel. Bon, mais je crois que l'État a fait sa propre réforme, notamment avec la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, qui a transformé une règle qui datait du début de la Ve République à l'époque de De Gaulle et de Matignon sur les moyens et les conditions de l'allocation de moyens publics. Voilà. Ça me paraît tout à fait important parce que la réflexion a été conduite par le haut. Alors c'est là où effectivement c'est quelque chose d'assez autoritaire et peut-être même contraire à ce qui a été réalisé par d'autres peu de temps avant, à savoir la décentralisation des compétences, des responsabilités, etc. Là, il y a des tensions. Quand la LOLF s'applique aux collectivités locales, on voit bien qu'il y a un problème avec l'affirmation de l'autonomie administrative des collectivités locales. Voilà, c'est là. Mais ça a été promu par le haut, ça c'est évident, par un certain nombre d'anciens énarques ayant viré Kazakh d'une certaine façon au profit de quoi? Au profit d'une gestion de l'État comme d'une entreprise, ou d'une gestion des régions comme des entreprises, ou des gestions des départements. On a entendu beaucoup d'élus de gauche comme de droite célébrer cette réforme. Je me rappelle
comment elle s'appelle, Ségolène Royal, disant, quand elle était patronne de la région, ça s'appelait Poitou-Charentes à l'époque, disant « je gère ma région comme une entreprise ». Voilà. Et ça c'est un indice de quelque chose. C'est un indice de changement. Alors moi, j'avais entreaperçu ça lorsque un ancien ministre du nom de Méhaignerie, qui a dû être ministre de la Justice et d'autres petites choses, qui était un élu d'Ille-et-Vilaine, dans une réunion à l'ENA, quand l'ENA était encore à Paris, il avait dit une fois, en sortant un grand A3 de sa sacoche, en disant « Ah, il faut que je vous dise quelque chose, aujourd'hui l'État c'est ça. » Et ça, c'était un grand algorithme. Et effectivement, derrière l'apparence d'un État maintenu, pour la raison politique, il y a l'apparence d'un État qui est maintenant géré sur ce modèle-là, avec d'ailleurs des niveaux de diffusion, un peu comme le champagne sur les verres à champagne, on part d'en haut et on distribue. Voilà. Et donc, on est sur des phénomènes de ce genre qui ne sont pas aboutis, qui n'ont pas donné, et qui sont contrariés par des forces importantes. Au sein même de la haute fonction publique, il y a des gens qui sont très opposés à ce qui est engagé, mais ils sont minoritaires. Il y a de l'opposition du côté des collectivités locales parce que le compte n'y est pas pour elles. Mais voir la critique qui était faite d'ailleurs de la politique décentralisée de protection de l'enfance, qui est un gaspillage, un gâchis absolu. Je suis complètement d'accord avec cette idée. Et pourtant, c'est financé. Et pourtant, c'est géré de cette façon-là. Donc, on voit bien qu'il y a de la résistance. Et puis, je pense qu'il y a quand même un front de résistance, alors dans le milieu de l'action sociale et des travailleurs sociaux, partant du fait qu'ils ne sont pas venus pour ça. Hein, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour une relation clinique à l'autre, pour une éthique de la relation, pour des choses de ce genre, et non pas pour être les ministres des Comptes, comme disait Mme Questiot, quand elle a démissionné d'ailleurs du ministère d'État de la solidarité nationale. Je ne suis pas la ministre des Comptes. Je vous rappelais de cette formule. Bon, voilà. Donc, il y a des tensions, et je pense que la réponse à la question qui est posée, c'est qu'on est au cœur de cette tension-là, et qu'il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir, il faut essayer de faire avancer les analyses avec les hypothèses qui sont les nôtres. Toutes sont légitimes, je crois. Oui, alors si j'avais la réponse à la question, j'aurais fait président de la République, hein, déjà. C'est la base. Hein. Oui, c'est ça. Quelques éléments de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est hyper accessible et elle est maltraitée. Exemple, sur l'économie sociale et solidaire, si on raisonne en termes de budget, ça a progressé, de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça a progressé d'environ 20% en 15 ans. Donc ça coûte plus cher à l'État, contrairement à ce que tout le monde dit. Donc ça, c'est le premier point, c'est une analyse macroéconomique. Quand on vous dit que les comptes publics ne sont pas sains, je me permets de rappeler que la sécurité sociale était excédentaire 2017, 2018, 2019, avec des crédits non réaffectés, sans parler des transferts de charges étatiques. Donc si il devait y avoir une réforme pour recaler le travail social en termes d'utilité sociale et de lien, je pense qu'il faudrait déjà effacer le modèle associatif pour prendre un modèle de gouvernance plus pertinent, qui soit capable, à égalité, de manier les chiffres, d'être capable de lire, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de se mettre à la table des chiffres. Ce sont les comptables qui tiennent la France, ce ne sont pas les politiques. Les comptables sont eux-mêmes tenus par l'Union européenne, c'est la règle du traité de Maastricht, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on veut vraiment restaurer le travail social en termes d'utilité première, je pense qu'il faut accepter ce dialogue de chiffres, se plonger dedans, et discuter d'égalité à égalité. Pour ce faire, ce n'est pas avec des conseils d'administration vieillissants, ce n'est pas avec des projets qui n'ont ni queue ni tête, ce n'est pas avec des déclarations de principe qu'on fera avancer le travail social. Voilà ce que je pense profondément, si on veut amener une piste de réflexion, j'allais dire globale, c'est la refonte de la gouvernance du modèle associatif et accepter de se plier à la logique des chiffres, puisqu'aujourd'hui elle paraît indépassable. Alors que, pour moi, la crise a démontré que l'argent n'existait pas. Il me semble que la crise aurait dû enclencher comme prise de conscience la fin du modèle capitalistique classique, puisqu'on a fabriqué de l'argent à plus savoir qu'en faire. À plus savoir qu'en faire, je pèse mes mots. Les banques ne savent plus quoi en faire. Voilà des éléments de réflexion.
pour l'ensemble des trois intervenants. En fait, vous dites, et vous avez dit dans vos interventions, dans le secteur, on a oublié la controverse, donc il faut en effet qu'il y ait de la controverse. Et donc, oui, il faut avoir courage de lancer la controverse. Quand vous dites, monsieur Auriol, que le modèle associatif est à bout de souffle, parce que c'est vieillissant, etc., on ne lance pas la controverse alors qu'il n'y a jamais eu autant d'associations créées et autant d'envie de s'engager. Quelle controverse parle-t-on et qu'est-ce que ça veut dire le modèle de solidarité qu'on a envie de mettre en place? Cette controverse-là, de quel type de société, quelle solidarité nous voulons? En effet, oui, il faut qu'il y ait débat dans notre société. On ne l'a pas. La loi 2002 est passée. Nous avons perdu la guerre culturelle. Et M. Chauvière, depuis fort longtemps, vous parlez de la chalandisation. Moi, je vous ai connu, tout de vous, et vous étiez pour moi un maître. Mais la bataille culturelle, nous l'avons perdue. Ça veut dire que le modèle dont on dit contractuel, des finances, ces pommes, ou avec la PJJ, etc., mais on a des marges de manœuvre de négociation, contrairement à ce que vous dites, M. Auriol. Y compris quand on parle des contrats, la question de la subordination, mais ça veut dire quoi? Vous voulez tout externaliser? Mais nous le faisons déjà dans nos boutiques. Parfois le ménage, on n'a plus de maîtresse de maison, mais on peut le pousser. Et en fait, on va arriver à être tous des Uber. Mais quel est le débat et quelle solidarité nous voulons pour notre République? C'est peut-être ça qu'il faut poser la question. C'est cela la controverse. Quand on dit comme ça la cantonade, permettez-moi de dire, les conseils d'administration n'utilisent pas les ruptures conventionnelles. J'ai l'impression de ne pas être dans le même monde que le vôtre. Les ruptures conventionnelles, je les utilise tous les jours parce que j'ai compris en regardant les comptes qu'il vaut mieux une rupture conventionnelle qu'un mauvais procès au prud'homme. Ça va me coûter cher. Et on nous oppose ensuite la perte de sens. Mais est-ce que nous avons eu du sens à un moment donné? Est-ce qu'on l'a construit justement avec ses gouvernances, avec l'éthique? Oui, il faut qu'il y ait là, en effet, la controverse. Ce qui manque dans nos secteurs parce que nous ne pensons pas à ces questions-là fondamentales. Et donc, oui, peut-être plus de colloques sur ces questions pour qu'on puisse frotter nos esprits sur ces difficultés fondamentales. Et pas uniquement sur des aspects peut-être très techniques, mais c'était peut-être la règle dans votre intervention dans le colloque en disant « je prendrai une approche juridique ». J'entends bien, mais de grâce, ce que je vis au quotidien dans mon association, ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas le ressenti, ou alors je suis hors sol, ou je suis un naïf, mais comme disait Nietzsche, le naïf c'est le plus simple et le plus profond. Alors, allons au plus profond. Donc, je ne me reconnais pas quand on dit on est à bout de souffle dans le secteur dit associatif. Le secteur associatif, j'en termine, a perdu la bataille culturelle, mais le secteur associatif, ça n'incommode. On nous parlait des appels à projets qui sont des appels d'offres, mais ça fait longtemps que je le dis cela. Les personnes bougent. Et quand on dit aux associations, aux organismes gestionnaires, comme vous dites, comme si c'était un gros mot, dire gestionnaire, où est la coopération? Où sont les regroupements pour faire face à d'autres modèles plus prédateurs, plus capitalistiques? Mais je ne les vois pas. Hein? Et c'est ça la vraie question, et c'est peut-être ça la vraie controverse. De temps en temps, je pense qu'il faut dire ces vérités-là, et se confronter, voire même à se dire des fâcheries si c'est nécessaire. Pour terminer, par rapport aux partenaires sociaux. Mais où sont les partenaires sociaux? Bataille perdue. Toutes les batailles sont perdues. 200 000. Est-ce qu'on est aujourd'hui, on a des salariés plus syndiqués ou pas? La réponse est non. Qu'est-ce que nous voulons, nous, associations? Et je vous le dis très clairement, moi je préfère qu'il y ait des salariés qui soient syndiqués. Parce que moi j'aurai un vrai contre-pouvoir. J'aurai au moins
un vrai dialogue plutôt que des gens dispersés et un archipel de revendications qui n'ont pas de sens politique. C'est ça la vraie question. Donc poussons en effet pour que le secteur se structure. On est incapable d'avoir une convention. Certains disent 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est combien? 300 000 salariés d'un côté pour une convention collective, 250 000 de l'autre. On a du mal à se mettre d'accord sur une convention collective, alors je peux vous dire que l'État, il s'amuse avec ça. Et quand on dit qu'il faut des branches, mais bien sûr que nous voulons une branche. Est-ce que le secteur est en capacité de construire une vraie branche, ou alors qu'est-ce que nous disons toujours? Nous demandons à l'État de nous aider à construire la branche. Donc il faut en effet lancer la controverse. Et j'espère que, très modestement, eh bien, cette journée à l'IFRAS et à l'ARDES permettra de faire la controverse. Et j'aimerais qu'il y ait de la vraie controverse, une vraie disputation. Merci. Oui, donc sur une controverse, je ne pense pas qu'il y ait de réponse adaptée. Déjà, quand je parle de modèle associatif, entendons-nous bien, je ne parle pas de l'association dans son système, hein, je parle de l'association gestionnaire de services et d'établissements. Donc le modèle associatif, pour moi, quand je dis que je le remets en cause, je le remets en cause en tant que modèle juridique, enveloppe juridique, qui va gérer des deniers publics. Après, sur le débat des idées, une fois que moi je partage un bon nombre de vos constats. Après, effectivement, là où on a un point de divergence, c'est qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est-à-dire, vous vivez votre réalité, qui a priori est idéalisée, c'est-à-dire que vous connaissez l'ensemble de vos salariés, que tout va bien, que le fonctionnement est parfait. Et moi, comme effectivement, je suis comme un dentiste, quand on vient me voir, c'est que ça va mal. Donc, je peux admettre, et je l'admets aisément, que quand on vient me voir, je constate les dysfonctionnements. Je constate quand même une transversalité et une récurrence dans les dysfonctionnements qui me laissent à croire que ce ne peut être des cas isolés. C'est un point de vue purement personnel, c'est l'intérêt de la controverse, et moi, mon métier, c'est le contradictoire et le débat. Je n'ai aucun problème avec ça. J'estime aujourd'hui, à mon âme et conscience, que le modèle associatif en tant, j'insiste, que structure juridique n'est pas adaptée à la gestion d'établissements et de services à partir du moment où le débat sur l'utilisation des deniers publics est plié. C'est-à-dire qu'il vaut mieux de grands techniciens qui discutent face à d'autres techniciens. Voilà mon point de vue. Quand vous m'expliquez que vous avez des marges de manœuvre sur les CEPOM, j'en suis fort aise. Moi, j'ai une vision d'ensemble du secteur. Dans le secteur social et médico-social, il y a des riches qui se sont gavés pendant des années. Vous en faites peut-être partie, je n'en sais rien. Mais par contre, juridiquement, j'ai accès normalement. Si vous êtes tous compétents, vous me devez la base de données économiques et sociales à moi, salarié. Je verrai vos comptes consolidés. Je verrai vos fonds propres avec droit de reprise et sans droit de reprise. Je mesurerai la pertinence des deniers publics tels qu'ils ont été utilisés ou pas. Il est là le débat de vérité. 9 milliards non utilisés aujourd'hui. Donc, la controverse est liée. Le modèle associatif, s'il avait été pertinent, il aurait utilisé tous les fonds. Il aurait demandé à l'État, au contraire, continuez à nous aider, regardez ce que nous développons. Nous satisfaisons aux besoins du public. Eh bien non. Il y a des fonds qui ne sont jamais utilisés. Il y a des ARS qui, comme l'armée française, font rouler des tanks en disant « crédit non reconductible ». Et vous y allez, tel de bons soldats, manger à la gamelle. Et vous m'expliquez que vous avez une utilité sociale. Il faut qu'on en discute, effectivement. Il y a un vrai débat de fond. Et le vrai débat de fond, pour moi, il est qu'au bout d'un moment, la technicité, et je ne suis pas un fan de ça, mais la technicité est devenue telle qu'il faut un soldat qui discute face à un soldat. Et que les bonnes âmes, fût-elles bien nées et bien pensantes, ne vont pas suffire, à mon avis, à mener à terme l'évolution, hein, entre guillemets, du secteur. La relation d'aide, pour moi, je ne vois pas pourquoi ma relation d'aide devrait être dans le secteur marchand. Moi, ma question de fond, elle est là. Pourquoi devrions-nous marchandiser de l'aide? Voilà. Une autre question. Oui, bonjour, Sophie Vandeville, la directrice au sein de l'ANRAS. Donc, c'est pour apaiser les débats, je reviens sur la souffrance au travail des directeurs et des directrices. Monsieur Chauvière, plutôt que de parler de qualité de vie au travail, ça m'a interpellé. Vous avez parlé de souffrance en faisant un lien en filigrane entre l'idéal type des directeurs, les techniciens, les managers, les gestionnaires et peut-être bientôt les libéraux. Quelque part, est-ce que ce n'est pas l'acceptation du changement qui est difficile pour les directeurs, l'acceptation du changement de notre société au niveau social, qui fait que nous avons du mal à accepter l'évolution de notre société qui se traduit au sein de nos établissements?
Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Je vous remercie. Je suis un peu méfiant vis-à-vis de la formule changement de société. Il faut préciser de quoi il s'agit. Il y a une augmentation de la demande sociale. Ça me paraît un point indispensable, d'ailleurs qui trahit un échec, le plus souvent, des mesures antérieures. Il y a des problématiques nouvelles. Je pense que la question de la numérisation de la société à marche forcée pour l'instant et qui prend tout, à un point d'ailleurs qui fait apparaître de nouvelles inégalités numériques terribles, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ces outils-là et qui n'auront jamais accès à ces outils-là. Voilà. Bon, il faut préciser cette idée de changement. Est-ce que le secteur social s'adapte? À mon avis, oui. Par exemple, le poids de la numérisation dans le travail social et dans l'action sociale, je conserve ces deux formules-là parce qu'elles me semblent assez justes par rapport à toutes celles qui sont employées aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs je ne parlerai pas de cohésion sociale ou je ne parlerai pas même d'intervention sociale, c'est trop vague. Je pense que l'idée de travail est importante parce que c'est du travail. Hein, c'est-à-dire que, et c'est pas la même chose. Enfin, pardon, je fais une parenthèse, mais c'est pas la même chose de fonder un établissement. C'est parce qu'être un entrepreneur de création d'établissements, de réponses, etc., et d'aménager et de gérer par un conseil d'administration, une association ou n'importe quoi cet établissement, et y travailler. Parce que dans le travail, il y a une incarnation qui est très différente. Il y a un engagement de soi dans un rapport qui est difficile. Ça, pour ça que je pense qu'il faut rappeler ça. Il y a deux sociales, si vous me permettez cette expression. Je dis deux sociaux, ça passera pas, mais il y a deux sociales. Il y a le social des bâtisseurs, hein, en quelque sorte, historique, et la vie associative a permis cela, et le social des travailleurs, incarnant, donnant de leur corps dans cette affaire, et au quotidien. Et dans des situations quelquefois extrêmement difficiles. Voilà, c'est ça qu'il faudrait préciser, ce que vous appelez par changement, parce que tout ça, ça rentre dans le changement également. Alors, bon, moi j'avais envie, enfin je ne sais pas comment vous répondre davantage, mais j'avais envie, parce qu'il me vient une autre idée qui est un peu différente, mais qui est liée à l'intervention de monsieur et à ce qu'on a dit un peu plus tôt. Est-ce que l'économie sociale, tout du moins ce que vous appelez l'économie sociale et solidaire, est une réponse adaptée à ces changements? Voilà. Qui peut y répondre? Moi, je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr que ça ne soit pas une illusion de plus. Et je le crois même. Parce que, d'abord, c'est complètement hétérogène. Je rappelle que la loi Hamon a quand même rajouté des entreprises lucratives d'utilité sociale, la belle affaire, autorisée à un profit raisonnable, ça c'est extraordinaire quand même. 2014, loi Hamon, hein, c'est pas rien, parce que il y a le loup dans la bergerie là. Si tant est qu'il y ait une unité du non lucratif, là il y a plus de non lucratif, il y a du petit lucratif autorisé. C'est très différent. Et ça, c'est terrible, parce que, alors, au bout de ça, il y a le groupe SOS, dont parlait mon voisin, bon, qui commence à interpeller un tout petit peu les gens du monde associatif. J'ai été sollicité pour un échange qui aura lieu au mois d'octobre. Faut-il interdire le groupe SOS? Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce modèle-là, à la base, n'est pas supportable. Mais il est très supportable par le haut. C'est-à-dire que Borrello lui-même est un grand copain de Macron. Enfin, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que ça va très bien. Il est dans le mainstream macronien pour l'instant. Voilà, pour être clair. Alors, l'autre élément, c'est tout le système de concurrence, d'ouverture des choses sociales, du champ social, à toutes sortes de gens actuellement. Je parlais des start-up. Tous ces gens qui vendent du bien-être sont sur le même créneau que vous.
Mais librement, moi j'ai connu, une fois que je faisais du blablacar avec ma voiture, j'ai monté un jeune homme qui allait à Angers, et je l'interrogeais sur ce qu'il faisait, etc. Il me dit, je fais des études de management, enfin, mais il était d'esprit économie sociale et solidaire. Pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi vous vous intéressez au social? Qu'est-ce que vous en savez, etc. Il me dit, c'est très simple, mon père était éducateur. Alors, je ne veux pas être comme lui. Mais par contre, je veux me rendre utile. Alors, j'ai une idée de ce qu'on pourrait vendre, créer et vendre pour aider les personnes âgées à gagner de l'autonomie. Voilà. Ça m'a beaucoup éclairé sur le fait que ces affaires-là sont maintenant ouvertes à qui veut bien tenter sa chance. Alors il réussira, il ne réussira pas. Il est subventionné par les autorités publiques parce qu'on aime bien les start-up, donc c'est des fonds perdus. Et puis quand il aura fini son start-up, il ira le revendre à un plus gros et il fera autre chose. Bon, est-ce que c'est ce modèle-là de développement qu'on veut? Enfin, je crois que ça renvoie quand même à un bilan très serré de ce qui se passe, du réel. Alors, on a quand même des éléments pour croire à quelque chose. Je rappelle quand même que dans le champ du handicap, dont l'histoire est assez difficile pendant longtemps, les invalides de guerre, les invalides civils, etc., avant que la notion unifiante de handicap trouve sa place, c'est-à-dire dans les années 60, avec la loi de 75 qui l'a validée, peut-être à l'excès d'ailleurs, il y a trop de personnes reconnues par les autorités administratives comme handicapées. Mais ça, c'est un autre problème. Mais les associations de parents d'enfants inadaptés, qui sont des groupements d'usagers, à mon avis, historiques, c'est-à-dire qu'ils défendaient une cause et ils mouillaient leur chemise pour la cause de leurs enfants, mais aussi des autres enfants semblables à leurs propres enfants. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intérêt général. Et ils ont obtenu quand même d'être pris en charge par l'assurance maladie, par la sécurité sociale, dans le cadre de l'extension de l'assurance maladie. Ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça tient encore jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est pas mis en cause. Ça protège l'égalité de tous les enfants handicapés, quels que soient les revenus des parents. C'est l'histoire des annexes 24, d'annexe 24, c'est ça, comment ça s'appelle, terre, quater, etc., etc. Il y a quelque chose là qui est intéressant parce qu'il y a une voie, qui perdure par-delà la marchandisation assez généralisée. Pourquoi? Parce que la Sécu, c'est quand même un montage atypique dans le modèle actuel. D'ailleurs, il y a eu des tentatives pour introduire de la concurrence au sein de la Sécu. Le Conseil constitutionnel a empêché AXA de créer une Sécu bis, et heureusement. Et la Sécu, c'est un truc monopolistique, assurément, et qui est économique en ce sens où, je rappelle les mots de Larocque et du second concepteur, dont j'ai oublié le nom, qui était du Parti communiste, ça va peut-être me revenir, en disant chacun fournit en fonction, produit, enfin donne, ou paye, enfin cotise, voilà, en fonction de son travail, et tous reçoivent en fonction de leurs besoins. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça répond à votre question. De quelle société veut-on? Est-ce qu'on veut encore une société comme ça, où on déconnecte le droit à créance sur la société de son effort de contribution en raison d'une extension de l'idée de solidarité nationale obligatoire. Juste un mot. C'est sur le point. Juste un mot à cet égard, depuis qu'on entend ces conversations. Moi, je suis quand même extrêmement surpris, même si je partage certaines analyses, sur le fait que quelqu'un puisse préférer mettre des techniciens de l'entreprise, du secteur social et médico-social, face aux techniciens de l'État, mais tous techniciens, parce qu'ils sont compétents et parce qu'ils vont se comprendre, qu'on préfère ce système au système associatif. Alors ça, quand même, il va falloir le diffuser, parce que ça m'étonnerait que ça remporte de grandes majorités,
qu'on trouve le système technocratique et techno-économique supérieur aux valeurs du système associatif. Et ensuite, dire qu'il n'y a pas d'impératif comptable, que l'argent, on peut en faire ce qu'on en veut, parce qu'on peut en tirer. C'est vrai qu'il y a de la création monétaire. Il y a eu beaucoup de création monétaire, c'est-à-dire la planche à billets, pour parler comme tout le monde, pendant le Covid. Mais ça ne signifie pas qu'on fait n'importe quoi avec l'argent. Quel que soit le système, il va falloir répondre des chiffres. Aucun système ne peut vivre quand il dépense, du moins longtemps, quand il dépense plus que ce qu'il produit. La contrainte comptable, elle ne tient pas au système précis qu'est le système associatif. Elle tient au fait que 2 plus 2 égale 4. Quoi, hein. On n'échappera pas à cet impératif comptable. Donc, je suis quand même là, j'avais pas encore entendu ça. Quoi, hein, il y a 2 idées là qui me paraissent extrêmement contestables. Quoi.